Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre Réflexions ou sentences et maximes morales. Par François-Duc de La Rochefoucauld. Chapitre 1 Réflexion morale. Nos vertus ne sont le plus souvent que de vices déguisés. 1. Ce que nous prenons pour des vertus n'est souvent qu'un assemblage de diverses actions et de divers intérêts, que la fortune ou notre industrie savent arranger, et ce n'est pas toujours par valeur et par chasteté que les hommes sont vaillants, et que les femmes sont chastes. 2. L'amour-propre est le plus grand de tous les flatteurs. 3. Quelques découvertes que l'on ait faites dans le pays de l'amour-propre, il y reste encore bien des terres inconnues. 4. L'amour-propre est plus habile que le plus habile homme du monde. 5. La durée de nos passions ne dépend pas plus de nous que la durée de notre vie. 6. La passion fait souvent un fou du plus habile homme, et rend souvent les plus sots habiles. 7. Ces grandes et éclatantes actions qui éblouissent les yeux sont représentées par les politiques, comme les effets des grands desseins, au lieu que ce sont d'ordinaire, les effets de l'humeur et des passions. Ainsi la guerre d'Auguste et d'Antoine, qu'on rapporte à l'ambition qu'ils avaient de se rendre maîtres du monde, n'était peut-être qu'un effet de jalousie. 8. Les passions sont les seuls orateurs qui persuadent toujours. Elles sont comme un art de la nature dont les règles sont infaillibles, et l'homme le plus simple qui a de la passion, persuade mieux que le plus éloquent qui n'en a point. 9. Les passions ont une injustice et un propre intérêt qui fait qu'il est dangereux de les suivre, et qu'on s'en doit défier lors même qu'elles paraissent les plus raisonnables. 10. Il y a dans le cœur humain une génération perpétuelle de passions, en sorte que la ruine de l'une est presque toujours l'établissement d'une autre. 11. Les passions en engendrent souvent qui leur sont contraires. L'avarice produit quelquefois la prodigalité, et la prodigalité l'avarice. On est souvent ferme par faiblesse, et audacieux par timidité. 12. Quelque soin que l'on prenne de couvrir ses passions par des apparences de piété et d'honneur, elles paraissent toujours au travers de ces voiles. 13. Notre amour-propre souffre plus impatiemment la condamnation de nos goûts que de nos opinions. 14. Les hommes ne sont pas seulement sujets à perdre le souvenir des bienfaits et des injures, ils haïssent même ceux qui les ont obligés, et cessent de haïr ceux qui leur ont fait des outrages. L'application à récompenser le bien, et à se venger du mal, leur paraît une servitude à laquelle ils ont peine de se soumettre. 15. La clémence des princes n'est souvent qu'une politique pour gagner l'affection des peuples. 16. Cette clémence dont on fait une vertu se pratique tantôt par vanité, quelquefois par paresse, souvent par crainte, et presque toujours par tous les trois ensemble. 17. La modération des personnes heureuses vient du calme que la bonne fortune donne à leur humeur. 18. La modération est une crainte de tomber dans l'envie et dans le mépris que méritent ceux qui s'enivrent de leur bonheur, c'est une vaine ostentation de la force de notre esprit, et enfin la modération des hommes dans leur plus haute élévation, est un désir de paraître plus grand que leur fortune. 19. Nous avons tous assez de force pour supporter les maux d'autrui. 20. La constance des sages n'est que l'art de renfermer leur agitation dans le cœur. 21. Ceux qu'on condamne au supplice affectent quelquefois une constance et un mépris de la mort, qui n'est en effet que la crainte de l'envisager. De sorte qu'on peut dire que cette constance et ce mépris sont à leur esprit ce que le bandeau est à leurs yeux. 22. La philosophie triomphe aisément des mots passés et des mots à venir. Mais les mots présents triomphent d'elle. 23. Peu de gens connaissent la mort. On ne la souffre pas ordinairement par résolution, mais par stupidité et par coutume, et la plupart des hommes meurent parce qu'on ne peut s'empêcher de mourir. 24. Lorsque les grands hommes se laissent abattre par la longueur de leurs infortunes, ils font voir qu'ils ne les soutenaient que par la force de leur ambition, et non par celle de leur âme, et qu'à une grande vanité près les héros sont faits comme les autres hommes. 25. Il faut de plus grandes vertus pour soutenir la bonne fortune que la mauvaise. 26. Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement. 27.
On fait souvent vanité des passions même les plus criminelles, mais l'envie est une passion timide et honteuse que l'on n'ose jamais avouer. 28. La jalousie est en quelque manière juste et raisonnable, puisqu'elle ne tend qu'à conserver un bien qui nous appartient, ou que nous croyons nous appartenir, au lieu que l'envie est une fureur qui ne peut souffrir le bien des autres. 29. Le mal que nous faisons ne nous attire pas tant de persécution et de haine que nos bonnes qualités. 30. Nous avons plus de force que de volonté, et c'est souvent pour nous excuser à nous-mêmes que nous nous imaginons que les choses sont impossibles. 31. Si nous n'avions point de défauts, nous ne prendrions pas tant de plaisir à en remarquer dans les autres. 32. La jalousie se nourrit dans les doutes, et elle devient fureur, où elle finit, sitôt qu'on passe du doute à la certitude. 33. L'orgueil se dédommage toujours, et ne perd rien lors même qu'il renonce à la vanité. 34. Si nous n'avions point d'orgueil, nous ne nous plaindrions pas de celui des autres. 35. L'orgueil est égal dans tous les hommes, et il n'y a de différence qu'au moyen et à la manière de le mettre au jour. 36. Il semble que la nature, qui a si sagement disposé les organes de notre corps pour nous rendre heureux, nous ait aussi donné l'orgueil pour nous épargner la douleur de connaître nos imperfections. 37. L'orgueil a plus de part que la bonté aux remontrances que nous faisons à ceux qui commettent des fautes, et nous ne les reprenons pas tant pour les en corriger, que pour leur persuader que nous en sommes exempts. 38. Nous promettons selon nos espérances, et nous tenons selon nos craintes. 39. L'intérêt parle toutes sortes de langues, et joue toutes sortes de personnages, même celui de désintéressé. 40. L'intérêt, qui aveugle les uns, fait la lumière des autres. 41. Ceux qui s'appliquent trop aux petites choses, deviennent ordinairement incapables des grandes. 42. Nous n'avons pas assez de force pour suivre toute notre raison. 43. L'homme croit souvent se conduire lorsqu'il est conduit, et pendant que par son esprit il tend à un but, son cœur l'entraîne insensiblement à un autre. 44. La force et la faiblesse de l'esprit sont mal nommées, elles ne sont en effet que la bonne ou la mauvaise disposition des organes du corps. 45. Le caprice de notre humeur est encore plus bizarre que celui de la fortune. 46. L'attachement ou l'indifférence que les philosophes avaient pour la vie n'était qu'un goût de leur amour-propre, dont on ne doit non plus disputer que du goût de la langue ou du choix des couleurs. 47. Notre humeur met le prix à tout ce qui nous vient de la fortune. 48. La félicité est dans le goût et non pas dans les choses, et c'est par avoir ce qu'on aime qu'on est heureux, et non par avoir ce que les autres trouvent aimable. 49. On n'est jamais si heureux, ni si malheureux qu'on s'imagine. 50. Ceux qui croient avoir du mérite se font un honneur d'être malheureux, pour persuader aux autres et à eux-mêmes qu'ils sont dignes d'être en butte à la fortune. 51. Rien ne doit tant diminuer la satisfaction que nous avons de nous-mêmes, que de voir que nous désapprouvons dans un temps ce que nous approuvions dans un autre. 52. Quelques différences qui paraissent entre les fortunes, il y a néanmoins une certaine compensation de biens et de maux, qui les rend égales. 53. Quelques grands avantages que la nature donne, ce n'est pas elle seule, mais la fortune avec elle qui fait les héros. 54. Le mépris des richesses était dans les philosophes un désir caché de venger leur mérite de l'injustice de la fortune par le mépris des mêmes biens dont elle les privait, c'était un secret pour se garantir de l'avilissement de la pauvreté, c'était un chemin détourné pour aller à la considération qu'ils ne pouvaient avoir par les richesses. 55. La haine pour les favoris n'est autre chose que l'amour de la faveur. Le dépit de ne la pas posséder se console et s'adoucit par le mépris que l'on témoigne de ceux qui la possèdent, et nous leur refusons nos hommages, ne pouvant pas leur ôter ce qui leur attire ceux de tout le monde. 56. Pour s'établir dans le monde, on fait tout ce que l'on peut pour y paraître établi. 57. Quoique les hommes se flattent de leurs grandes actions, elles ne sont pas souvent les effets d'un grand dessein, mais des effets du hasard. 58.
Il semble que nos actions aient des étoiles heureuses ou malheureuses, à qui elles doivent une grande partie de la louange et du blâme qu'on leur donne. 59. Il n'y a point d'accident si malheureux dont les habiles gens ne tirent quelque avantage, ni de si heureux que les imprudents ne puissent tourner à leur préjudice. 60. La fortune tourne tout à l'avantage de ceux qu'elle favorise. 61. Le bonheur et le malheur des hommes ne dépend pas moins de leur humeur que de la fortune. 62. La sincérité est une ouverture de cœur. On la trouve en fort peu de gens, et celle que l'on voit d'ordinaire n'est qu'une fine dissimulation pour attirer la confiance des autres. 63. L'aversion du mensonge est souvent une imperceptible ambition de rendre nos témoignages considérables, et d'attirer à nos paroles un respect de religion. 64. La vérité ne fait pas tant de bien dans le monde, que ses apparences y font de mal. 65. Il n'y a point d'éloge qu'on ne donne à la prudence. Cependant, elle ne saurait nous assurer du moindre événement. 66. Un habile homme doit régler le rang de ses intérêts, et les conduire chacun dans son ordre. Notre avidité le trouble souvent en nous faisant courir à tant de choses à la fois, que pour désirer trop les moins importantes, on manque les plus considérables. 67. La bonne grâce est au corps, ce que le bon sens est à l'esprit. 68. Il est difficile de définir l'amour. Ce qu'on en peut dire est que dans l'âme c'est une passion de régner, dans les esprits c'est une sympathie, et dans le corps ce n'est qu'une envie cachée et délicate de posséder ce que l'on aime après beaucoup de mystères. 69. S'il y a un amour pur et exempt du mélange de nos autres passions, c'est celui qui est caché au fond du cœur, et que nous ignorons nous-mêmes. 70. Il n'y a point de déguisement qui puisse longtemps cacher l'amour où il est, ni le feindre où il n'est pas. 71. Il n'y a guère de gens qui ne soient honteux de s'être aimés, quand ils ne s'aiment plus. 72. Si on juge de l'amour par la plupart de ses effets, il ressemble plus à la haine qu'à l'amitié. 73. On peut trouver des femmes qui n'ont jamais eu de galanterie, mais il est rare d'en trouver qui n'en aient jamais eu qu'une. 74. Il n'y a que d'une sorte d'amour, mais il y en a 1000 différentes copies. 75. L'amour aussi bien que le feu ne peut subsister sans un mouvement continuel, et il cesse de vivre dès qu'il cesse d'espérer ou de craindre. 76. Il est du véritable amour comme de l'apparition des esprits, tout le monde en parle, mais peu de gens en ont vu. 77. L'amour prête son nom à un nombre infini de commerces qu'on lui attribue, et où il n'a non plus de part que le doge, à ce qui se fait à Venise. 78. L'amour de la justice n'est en la plupart des hommes que la crainte de souffrir l'injustice. 79. Le silence est le parti le plus sûr de celui qui se défie de soi-même. 80. Ce qui nous rend si changeants dans nos amitiés, c'est qu'il est difficile de connaître les qualités de l'âme, et facile de connaître celles de l'esprit. 81. Nous ne pouvons rien aimer que par rapport à nous, et nous ne faisons que suivre notre goût et notre plaisir quand nous préférons nos amis à nous-mêmes. C'est néanmoins par cette préférence seule que l'amitié peut être vraie et parfaite. 82. La réconciliation avec nos ennemis n'est qu'un désir de rendre notre condition meilleure, une lassitude de la guerre, et une crainte de quelques mauvais événements. 83. Ce que les hommes ont nommé amitié n'est qu'une société, qu'un ménagement réciproque d'intérêts, et qu'un échange de bons offices. Ce n'est enfin qu'un commerce où l'amour-propre se propose toujours quelque chose à gagner. 84. Il est plus honteux de se défier de ses amis, que d'en être trompé. 85. Nous nous persuadons souvent d'aimer les gens plus puissants que nous, et néanmoins c'est l'intérêt seul qui produit notre amitié. Nous ne nous donnons pas à eux pour le bien que nous leur voulons faire, mais pour celui que nous en voulons recevoir. 86. Notre défiance justifie la tromperie d'autrui. 87. Les hommes ne vivraient pas longtemps en société, s'ils n'étaient les dupes les uns des autres. 88.
L'amour-propre nous augmente ou nous diminue les bonnes qualités de nos amis à proportion de la satisfaction que nous avons d'eux, et nous jugeons de leur mérite, par la manière dont ils vivent avec nous. 89. Tout le monde se plaint de sa mémoire, et personne ne se plaint de son jugement. 90. Nous plaisons plus souvent dans le commerce de la vie par nos défauts, que par nos bonnes qualités. 91. La plus grande ambition n'en a pas la moindre apparence lorsqu'elle se rencontre dans une impossibilité absolue d'arriver où elle aspire. 92. Détromper un homme préoccupé de son mérite, et lui rendre un aussi mauvais office que celui que l'on rendit à ce fou d'Athènes, qui croyait que tous les vaisseaux qui arrivaient dans le port étaient à lui. 93. Les vieillards aiment à donner de bons préceptes, pour se consoler de n'être plus en état de donner de mauvais exemples. 94. Les grands noms abaissent, au lieu d'élever, ceux qui ne les savent pas soutenir. 95. La marque d'un mérite extraordinaire est de voir que ceux qui l'envient le plus sont contraints de le louer. 96. Tel homme est ingrat, qui est moins coupable de son ingratitude que celui qui lui a fait du bien. 97. On s'est trompé lorsqu'on a cru que l'esprit et le jugement étaient deux choses différentes. Le jugement n'est que la grandeur de la lumière de l'esprit. Cette lumière pénètre le fond des choses. Elle y remarque tout ce qu'il faut remarquer, et aperçoit celles qui semblent imperceptibles. Ainsi, il faut demeurer d'accord que c'est l'étendue de la lumière de l'esprit, qui produit tous les effets qu'on attribue au jugement. 98. Chacun dit du bien de son cœur, et personne n'en ose dire de son esprit. 99. La politesse de l'esprit consiste à penser des choses honnêtes et délicates. 100. La galanterie de l'esprit est de dire des choses flatteuses d'une manière agréable. 101. Il arrive souvent que des choses se présentent plus achevées à notre esprit, qu'il ne les pourrait faire avec beaucoup d'art. 102. L'esprit est toujours la dupe du cœur. 103. Tous ceux qui connaissent leur esprit ne connaissent pas leur cœur. 104. Les hommes et les affaires ont leur point de perspective. Il y en a qu'il faut voir de près pour en bien juger, et d'autres dont on ne juge jamais si bien que quand on en est éloigné. 105. Celui-là n'est pas raisonnable à qui le hasard fait trouver la raison, mais celui qui la connaît, qui la discerne, et qui la goûte. 106. Pour bien savoir les choses, il en faut savoir le détail, et comme il est presque infini, nos connaissances sont toujours superficielles et imparfaites. 107. C'est une espèce de coquetterie, de faire remarquer qu'on n'en fait jamais. 108. L'esprit ne saurait jouer longtemps le personnage du cœur. 109. La jeunesse change ses goûts par l'ardeur du sang, et la vieillesse conserve les siens par l'accoutumance. 110. On ne donne rien si libéralement que ses conseils. 111. Plus on aime une maîtresse, et plus on est près de la haïr. 112. Les défauts de l'esprit augmentent en vieillissant, comme ceux du visage. 113. Il y a de bons mariages, mais il n'y en a point de délicieux. 114. On ne se peut consoler d'être trompé par ses ennemis, et trahi par ses amis, et l'on est souvent satisfait de l'être par soi-même. 115. Il est aussi facile de se tromper soi-même, sans s'en apercevoir qu'il est difficile de tromper les autres, sans qu'ils s'en aperçoivent. 116. Rien n'est moins sincère que la manière de demander et de donner des conseils. Celui qui en demande paraît avoir une déférence respectueuse pour les sentiments de son ami, bien qu'il ne pense qu'à lui faire approuver les siens, et à le rendre garant de sa conduite. Et celui qui conseille paye la confiance qu'on lui témoigne d'un zèle ardent et désintéressé, quoiqu'il ne cherche le plus souvent dans les conseils qu'il donne que son propre intérêt ou sa gloire. 117. La plus subtile de toutes les finesses est de savoir bien feindre de tomber dans les pièges que l'on nous tend, et on n'est jamais si aisément trompé que quand on songe à tromper les autres. 118. L'intention de ne jamais tromper nous expose à être souvent trompés. 119. Nous sommes si accoutumés à nous déguiser aux autres, qu'enfin nous nous déguisons à nous-mêmes. 120.
L'on fait plus souvent des trahisons par faiblesse que par un dessein formé de trahir. 121. On fait souvent du bien pour pouvoir impunément faire du mal. 122. Si nous résistons à nos passions, c'est plus par leur faiblesse que par notre force. 123. On n'aurait guère de plaisir si on ne se flattait jamais. 124. Les plus habiles affectent toute leur vie de blâmer les finesses, pour s'en servir en quelque grande occasion, et pour quelque grand intérêt. 125. L'usage ordinaire de la finesse est la marque d'un petit esprit, et il arrive presque toujours que celui qui s'en sert pour se couvrir en un endroit, se découvre en un autre. 126. Les finesses et les trahisons ne viennent que de manque d'habileté. 127. Le vrai moyen d'être trompé, c'est de se croire plus fin que les autres. 128. La trop grande subtilité est une fausse délicatesse, et la véritable délicatesse est une solide subtilité. 129. Il suffit quelquefois d'être grossier, pour n'être pas trompé par un habile homme. 130. La faiblesse est le seul défaut que l'on ne saurait corriger. 131. Le moindre défaut des femmes qui se sont abandonnées à faire l'amour, c'est de faire l'amour. 132. Il est plus aisé d'être sage pour les autres, que de l'être pour soi-même. 133. Les seules bonnes copies sont celles qui nous font voir le ridicule des méchants originaux. 134. On n'est jamais si ridicule par les qualités que l'on a, que par celles que l'on affecte d'avoir. 135. On est quelquefois aussi différent de soi-même que des autres. 136. Il y a des gens qui n'auraient jamais été amoureux, s'ils n'avaient jamais entendu parler de l'amour. 137. On parle peu, quand la vanité ne fait pas parler. 138. On aime mieux dire du mal de soi-même, que de n'en point parler. 139. Une des choses qui fait que l'on trouve si peu de gens qui paraissent raisonnables et agréables dans la conversation, c'est qu'il n'y a presque personne qui ne pense plutôt à ce qu'il veut dire qu'à répondre précisément à ce qu'on lui dit. Les plus habiles et les plus complaisants se contentent de montrer seulement une mine attentive, au même temps que l'on voit dans leurs yeux et dans leur esprit, un égarement pour ce qu'on leur dit, et une précipitation pour retourner à ce qu'ils veulent dire, au lieu de considérer que c'est un mauvais moyen de plaire aux autres ou de les persuader, que de chercher si fort à se plaire à soi-même, et que bien écouter et bien répondre, est une des plus grandes perfections qu'on puisse avoir dans la conversation. 140. Un homme d'esprit serait souvent bien embarrassé, sans la compagnie des sots. 141. Nous nous vantons souvent de ne nous point ennuyer, et nous sommes si glorieux, que nous ne voulons pas nous trouver de mauvaise compagnie. 142. Comme c'est le caractère des grands esprits de faire entendre en peu de paroles beaucoup de choses, les petits esprits au contraire ont le don de beaucoup parler, et de ne rien dire. 143. C'est plutôt par l'estime de nos propres sentiments que nous exagérons les bonnes qualités des autres, que par l'estime de leurs mérites, et nous voulons nous attirer des louanges, lorsqu'il semble que nous leur en donnons. 144. On n'aime point à louer, et on ne loue jamais personne sans intérêt. La louange est une flatterie habile, cachée et délicate, qui satisfait différemment celui qui la donne, et celui qui la reçoit. L'un la prend comme une récompense de son mérite, l'autre la donne pour faire remarquer son équité et son discernement. 145. Nous choisissons souvent des louanges empoisonnées, qui font voir par contre-coup en ceux que nous louons, des défauts que nous n'osons découvrir d'une autre sorte. 146. On ne loue d'ordinaire que pour être loué. 147. Peu de gens sont assez sages pour préférer le blâme qui leur est utile, à la louange qui les trahit. 148. Il y a des reproches qui louent, et des louanges qui médisent. 149. Le refus des louanges est un désir d'être loué deux fois. 150. Le désir de mériter les louanges qu'on nous donne fortifie notre vertu, et celles que l'on donne à l'esprit, à la valeur et à la beauté contribuent à les augmenter. 151. Il est plus difficile de s'empêcher d'être gouverné, que de gouverner les autres. 152.
Si nous ne nous flattions point nous-mêmes, la flatterie des autres ne nous pourrait nuire. 153. La nature fait le mérite, et la fortune le met en œuvre. 154. La fortune nous corrige de plusieurs défauts, que la raison ne saurait corriger. 155. Il y a des gens dégoûtants avec du mérite, et d'autres qui plaisent avec des défauts. 156. Il y a des gens dont tout le mérite consiste à dire et à faire des sottises utilement, et qui gâteraient tout s'ils changeaient de conduite. 157. La gloire des grands hommes se doit toujours mesurer aux moyens dont ils se sont servis pour l'acquérir. 158. La flatterie est une fausse monnaie, qui n'a de cours que par notre vanité. 159. Ce n'est pas assez d'avoir de grandes qualités, il en faut avoir l'économie. 160. Quelque éclatante que soit une action, elle ne doit pas passer pour grande, lorsqu'elle n'est pas l'effet d'un grand dessein. 161. Il doit y avoir une certaine proportion entre les actions et les desseins, si on en veut tirer tous les effets qu'elles peuvent produire. 162. L'art de savoir bien mettre en œuvre de médiocres qualités, dérobe l'estime, et donne souvent plus de réputation que le véritable mérite. 163. Il y a une infinité de conduites qui paraissent ridicules, et dont les raisons cachées sont très sages et très solides. 164. Il est plus facile de paraître digne des emplois qu'on n'a pas, que de ceux que l'on exerce. 165. Notre mérite nous attire l'estime des honnêtes gens, et notre étoile celle du public. 166. Le monde récompense plus souvent les apparences du mérite, que le mérite même. 167. L'avarice est plus opposée à l'économie, que la libéralité. 168. L'espérance, toute trompeuse qu'elle est, sert au moins à nous mener à la fin de la vie par un chemin agréable. 169. Pendant que la paresse et la timidité nous retiennent dans notre devoir, notre vertu en a souvent tout l'honneur. 170. Il est difficile de juger si un procédé net, sincère et honnête, est un effet de probité ou d'habileté. 171. Les vertus se perdent dans l'intérêt, comme les fleuves se perdent dans la mer. 172. Si on examine bien les divers effets de l'ennui, on trouvera qu'il fait manquer à plus de devoirs que l'intérêt. 173. Il y a diverses sortes de curiosité, l'une d'intérêt, qui nous porte à désirer d'apprendre ce qui nous peut être utile, et l'autre d'orgueil, qui vient du désir de savoir ce que les autres ignorent. 174. Il vaut mieux employer notre esprit à supporter les infortunes qui nous arrivent, qu'à prévoir celles qui nous peuvent arriver. 175. La constance en amour est une inconstance perpétuelle, qui fait que notre cœur s'attache successivement à toutes les qualités de la personne que nous aimons, donnant tantôt la préférence à l'une, tantôt à l'autre, de sorte que cette constance n'est qu'une inconstance arrêtée et renfermée dans un même sujet. 176. Il y a deux sortes de constance en amour, l'une vient de ce que l'on trouve sans cesse dans la personne que l'on aime de nouveaux sujets d'aimer, et l'autre vient de ce que l'on se fait un honneur d'être constant. 177. La persévérance n'est digne ni de blâme ni de louange, parce qu'elle n'est que la durée des goûts et des sentiments, qu'on ne saute et qu'on ne se donne point. 178. Ce qui nous fait aimer les nouvelles connaissances n'est pas tant la lassitude que nous avons des vieilles, ou le plaisir de changer, que le dégoût de n'être pas assez admiré de ceux qui nous connaissent trop, et l'espérance de l'être davantage de ceux qui ne nous connaissent pas tant. 179. Nous nous plaignons quelquefois légèrement de nos amis, pour justifier par avance notre légèreté. 180. Notre repentir n'est pas tant un regret du mal que nous avons fait, qu'une crainte de celui qui nous en peut arriver. 181. Il y a une inconstance qui vient de la légèreté de l'esprit ou de sa faiblesse, qui lui fait recevoir toutes les opinions d'autrui, et il y en a une autre, qui est plus excusable, qui vient du dégoût des choses. 182. Les vices entrent dans la composition des vertus, comme les poisons entrent dans la composition des remèdes. La prudence les assemble et les tempère, et elle s'en sert utilement contre les maux de la vie. 183.
Il faut demeurer d'accord à l'honneur de la vertu, que les plus grands malheurs des hommes sont ceux où ils tombent par les crimes. 184. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.